mes amis, nous retrouvons Jean-Loup Isambert. Bonjour Jean-Loup. Bonjour Eric, comment allez-vous? Bien, alors il y a un petit décalage horaire. Jean-Loup est sur une autre planète de notre galaxie, alors il y a un petit temps avant que le son ne nous arrive. Jean-Loup a écrit ce livre, Empêcher l'Europe, les États-Unis contre l'Europe, aux éditions Culture et Racines. Et il va nous parler de ce livre, qui est un livre en 10 chapitres, extrêmement instructif. C'est pratiquement une enquête policière sur l'histoire de l'Union européenne, des communautés européennes. Comment résumer ce livre, Jean-Loup? C'est un peu l'histoire de l'Europe de l'Europe contemporaine, même pas seulement l'Union européenne, au travers des liens entre les États-Unis et le continent européen depuis les années, je dirais principalement 1940-1950. Alors, on pourrait remonter plus loin, mais ce serait autre chose, bien sûr, puisque au cœur de cette évolution historique, il y a bien sûr les relations entre les oligarchies, l'oligarchie anglo-saxonne d'une part, états-unienne principalement, et l'oligarchie européenne, principalement autour de la banque Rothschild et autres. Voilà. Donc tout ça, ça s'est développé dans le temps, ça s'est avec des heurts, des malheurs, des choses heureuses aussi en termes de coopération, mais toujours avec une volonté de l'oligarchie anglo-saxonne de dominer le continent européen. Il y a qui dans cette oligarchie anglo-saxonne? Ce sont essentiellement les grandes familles des grandes sociétés transnationales économiques et financières. La principale d'entre elles étant la famille Rockefeller, mais il y en avait évidemment d'autres. Il y a eu les frères Barings qui ont donné, il y a eu la Citigroup, il y a eu toutes ces grandes sociétés, toutes ces grandes banques qui ont participé au développement de l'économie des États-Unis et qui, à partir du président Woodrow Wilson, avec la stratégie d'intervention pour protéger au départ les intérêts des États-Unis à travers le monde, qui est devenue la stratégie d'hégémonie des États-Unis sur les autres pays du monde, pour s'accaparer les richesses des peuples. On l'a vu à travers l'histoire, au travers d'une multitude de faits historiques, dont certains du reste sont dissimulés par les manuels d'histoire. Je pense à la première grande guerre impérialiste qui a eu lieu dans les années à partir de mars 1918 contre la Russie. Mais bien avant ça, il y a la volonté, l'image, j'illustre cet aspect au départ par la volonté de Washington de vraiment imposer son diktat à d'autres pays. Et on le voit bien en décembre 1914, quand l'oligarchie financière, la Citigroup principalement, va demander aux hommes qu'elle a placés au pouvoir politique à Washington, à la Maison-Blanche, va vouloir s'emparer de l'or de Haïti. Et ce qui est intéressant, je veux dire, j'ai repris des passages d'une excellente enquête qui a été faite par des journalistes du New York Times, et qui est vraiment très intéressante parce qu'ils ont fouillé dans toute la documentation diplomatique de l'époque et ils ont ressorti des faits qui sont peu connus en Occident, où l'on voit par exemple ces canonnières des États-Unis qui partent au large d'Haïti, qui vont des Marines qui débarquent, qui s'emparent carrément de l'or et qui vont le rapatrier après aux États-Unis. L'or sera stocké dans une banque de Wall Street. Et après, au mois de juillet qui suivra, les États-Unis vont chasser les Français, mettre le pays à feu et à sang. Et les grandes sociétés transnationales, principalement pour l'extraction de cuivre, de minerais précieux, parce qu'il y a la bauxite et du cuivre, mais aussi tout ce qui est culture agricole, ananas, ciseaux, etc., vont être exploités par ces grandes sociétés transnationales et mettront le pays à feu et à sang. Mais bon, ça c'est symbolique. C'est avant l'Europe. C'est bien avant l'Europe, mais c'est symbolique d'une mentalité. Et c'est pour ça que j'ai repris plus tard dans le livre, dans cette espèce de parcours, des travaux de cercle de ces milieux impérialistes de Washington, où l'on voit vraiment dans les écrits de ces gens que pour eux, le monde ne peut pas exister en dehors de la loi des États-Unis. Et partout, on en voit une multitude d'exemples. On a l'exemple de l'Ukraine, mais bien avant ça, on a eu les tentatives, y compris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, des plans qui ont été mis en place
pour faire des bombardements atomiques de la Russie soviétique et de la Chine. Je veux dire, c'est vraiment une mentalité impérialiste, de vouloir imposer le diktat au peuple. Et on le voit aujourd'hui de manière différente depuis les années 2000 avec les normes IFRS, les normes comptables, où il s'agit d'habituer plusieurs entreprises à travers le nombre à la comptabilité anglo-saxonne. Et ces normes IFRS sont superposées et marchent en symbiose, si je puis dire, avec toute une série de lois qui sont décidées par le Congrès des États-Unis, qui organisent l'extraterritorialité, c'est-à-dire que ces lois permettent aux États-Unis, sous des prétextes divers, principalement lutter contre le terrorisme, protéger nos intérêts, etc., de faire des enquêtes et d'accéder par justement ces instituts financiers qui ont mis au point ces normes IFRS à des informations stratégiques d'entreprise. Et on a eu le cas avec, notamment en France, avec l'affaire Alstom. Et là, c'est quelque chose, ça, je veux dire, ça ne commence pas en 2012 quand le président Macron arrive à l'Élysée et s'attaque à ce dossier. C'était déjà préparé avant. Et Emmanuel Macron n'a fait qu'ouvrir les portes des entreprises. Et c'est du reste très intéressant, si vous me permettez, Eric, de faire cette petite remarque, parce qu'il y a toute une campagne contre la Russie qui a lieu en France, comme vous le savez, et il y a des députés, une députée LREM notamment, Constance Le Gris, je crois, je ne me rappelle plus exactement. Le Grip, oui, qui a fait tout un laïus à l'Assemblée nationale pour dire que la Russie menaçait nos entreprises, etc. Alors moi, ce que je l'invite quand même, cette députée, c'est à relire la commission d'enquête qui a été faite à l'Assemblée nationale à la demande de l'ancien Premier ministre qui était de son parti politique à l'époque, Monsieur Édouard Philippe, qui a demandé justement une enquête sur les conséquences de l'extraterritorialité pour les entreprises françaises. Et le rapport, je veux dire, qui a été fait par cette commission d'enquête, c'est quelque chose qui parle de lui-même sur la manière dont les États-Unis, par exemple, sanctionnent, mais avec des amendes de milliards de dollars, des banques, des entreprises occidentales, dont les françaises, qui, par exemple, vont commercer avec des pays dont les États-Unis, dont Washington entend interdire le commerce. Mais c'est aussi le pillage de nos entreprises, de secrets, le cœur d'entreprise. Alors s'ajoute à ça que toutes les entreprises du CAC 40 aujourd'hui ont présent à leur conseil, à la table du conseil d'administration, des représentants de grandes sociétés d'investissement comme BlackRock, Vanguard ou autres. Donc ça facilite, quand vous êtes au conseil d'administration, vous avez accès à toutes les données d'entreprise, et celles qui sont plus stratégiques, ça passe par les normes IFRS, avec cette symbiose entre les services de renseignement états-uniens et les grands instituts comptables qui ont mis au point ces normes IFRS, que depuis 2000-2005, parce que ça a mis du temps pour rentrer dans les mœurs, la Commission européenne a demandé à ce que ce soit appliqué par les entreprises. Donc là, vous dressez bien le paysage, je dirais, le contexte juridique dans lequel les États-Unis s'engouffrent pour imposer leurs lois. Alors l'extraterritorialité est en effet un sujet extrêmement important, mais votre livre se concentre plutôt sur comment les États-Unis ont créé l'Union européenne et comment ils la contrôlent, et notamment... On se souvient d'un livre de Philippe de Villiers qui avait, je pense, plagié un certain nombre d'auteurs sur Hallstein, le premier président de la Commission européenne. Ouais. Voilà. Ses origines nazies, le fait que les Américains soient appuyés sur, notamment d'ex-nazis pour construire les premiers éléments de la Commission européenne. Mais aujourd'hui, vous diriez que l'influence américaine s'exerce comment au sein de la Commission ? Principalement au travers des lobbies. Je veux dire, les lobbyistes, les dizaines de milliers de lobbyistes qui sont présents à Bruxelles ont chacun... il y a l'AmCham, c'est-à-dire que la Chambre de commerce des États-Unis, qui est très présente et qui regroupe elle-même des représentants de toutes les grandes sociétés transnationales, économiques et financières des États-Unis. Et là, il y a un partage des tâches, je veux dire, en direction, en fonction. C'est formidable, c'est passionnant à étudier parce que c'est un travail d'influence, je veux dire, en amont des décisions qui vont être prises pour arriver à obtenir que des textes soient proposés par la Commission européenne, au Conseil européen et au Parlement européen. Mais je veux dire, les textes qui seront proposés la plupart du temps
ils sont acceptés puisqu'ils sont faits pour faciliter évidemment faciliter le travail des grandes sociétés transnationales, principalement états-uniennes, parce que ce sont elles qui étaient à l'avant-garde, ce sont elles qui ont agi pour préparer, dès la naissance des premières organisations de la communauté économique européenne, où vous avez les lobbies du pétrole et du charbon qui sont présents auprès de la première commission dont vous venez de parler. Et là, déjà, c'est un travail formidable d'influence qui se fait. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas en tapant du poing sur la table, en disant non, non, tout ça, c'est un remarquable travail de capter les gens qui sont sensibles, qui peuvent servir leurs intérêts tout simplement, et de les préparer, ces gens-là, de manière à ce qu'ils agissent, une fois qu'ils auront des postes à responsabilité au sein de grandes sociétés transnationales ou au sein de l'appareil d'État, à ce qu'ils travaillent pour les intérêts des États-Unis. Enfin, les intérêts anglo-saxons, principalement des États-Unis, bien sûr. Et on en a, cette commission, cette Union européenne, justement, ils l'ont façonnée pour leur marché, mais en travaillant avec des atlantistes, avec des gens qui étaient sensibles à cette hégémonie, à leur idéologie de supranationalité. Alors, ce sont des gens comme Jean Monnet, comme Antoine Pinet, comme Schuman, Lebel, Spaak et d'autres que la commission, on va appeler ça plutôt, c'est pas de l'information, c'est la propagande. Vous avez vu, je démontre dans le livre le réel parcours de ces gens-là et comment la Commission européenne et l'Union européenne présentent, par exemple, Jean Monnet qui, du jour au lendemain, part aux États-Unis parce qu'il lutte, il est en désaccord avec le régime nazi et il devient banquier. Alors, je me suis intéressé à Jean Monnet et aux autres, quelques autres. Pourquoi? Parce que quand vous lisez la communication de l'Union européenne sur la création de l'Union européenne, vous avez l'impression qu'il y a ils appellent ça comme ça, des pères fondateurs, qui sont des grands visionnaires, des architectes de l'Europe. Et ces gens-là, du jour au lendemain, par un coup de baguette magique, pratiquement vont surmonter beaucoup d'obstacles, mais vont créer ce que l'on appelle aujourd'hui l'Union européenne. Mais c'est une vaste rigolade, parce que quand je m'intéresse à cette communication de l'Union européenne, je m'aperçois, et quelque chose qui retient tout de suite mon attention, c'est que vous avez le parcours de ces gens-là entre les années 1936 et 1945, il se résume à une dizaine de lignes en général. Et quand il y a des développés, par exemple sur Jean Monnet, développé pour présenter le portrait de Jean Monnet, c'est un discours très général. Il n'y a jamais de fait précis sur ce qu'il fait. Alors j'ai cherché à savoir, pour ne prendre que le cas de Jean Monnet, qu'est-ce qu'a fait Jean Monnet? Parce que quand on arrive aux États-Unis, on n'est pas banquier comme ça du jour au lendemain. Jean Monnet n'avait pas de fortune personnelle. C'était un ancien fonctionnaire de la Société des Nations et sa famille, il travaillait lui-même, était producteur de cognac. Donc, je veux dire, il faut quand même d'autres paramètres pour faire un grand banquier. Et quand il arrive aux États-Unis, Jean Monnet, en réalité, il va retrouver quelqu'un qui le considère comme un ami intime, qui est John Foster Dulles, qu'il a connu en 1919 à la conférence de la paix qui se tenait à Paris. Et John Foster Dulles est un associé d'un grand cabinet d'avocats new-yorkais, Sullivan & Cromwell. Et Foster Dulles va l'introduire auprès du cabinet, mais il va aussi le mettre en contact avec des financiers de Wall Street, dont un affairiste qui vient aussi du monde de la banque, George Murnan, avec lequel Monnet va créer une société. Et le Jean Monnet que la Commission européenne et que l'Union européenne présentent comme opposé au régime fasciste, décidé à lutter contre le nazisme, etc. En réalité, avec George Murnan, va créer une société, et cette société aura notamment une des tâches de cette société, ça va être de blanchir les sociétés du Reich allemand, de les blanchir juridiquement, c'est-à-dire de faire disparaître l'identité allemande de leurs actionnaires, de manière et au besoin à implanter leurs sièges sociaux dans des pays neutres comme la Suède ou la Suisse, de manière à ce que les transnationales des États-Unis puissent contourner l'interdiction de commerce avec l'ennemi qui avait été votée par le Congrès des États-Unis et travailler avec le Reich allemand. C'est ainsi qu'on retrouve IBM qui va faire le premier grand recensement de population avec les prisonniers qui sont envoyés dans les camps de déportation.
que l'on retrouve ITT qui va fournir aux sous-marins allemands des moyens très, très modernes de détection des navires de guerre pour couler des navires alliés, que l'on va retrouver aussi d'autres sociétés comme Ford, General Motors, par exemple, qu'elle ne va pas être la surprise des soldats qui vont débarquer sur les plages de Normandie quand ils vont s'apercevoir que les camions allemands qui sont abandonnés ont les mêmes moteurs que les leurs. Donc, vous voyez, c'est vraiment un travail d'influence qui est fait auprès de ces atlantistes qui, quand ils vont revenir en Europe, vont travailler à l'idéologie, à diffuser l'idéologie de ce qu'ils appellent eux-mêmes les États-Unis d'Europe. C'est-à-dire à faire que cette Europe devienne un marché unique avec un centre de contrôle, un centre politique et administratif. Mais en réalité, ça recoupe, ça reprend ce qu'avait voulu faire le Reich allemand avec l'espace global économique, et ils reprennent pratiquement le même système, c'est-à-dire que ça sera plus Berlin, mais ça sera Bruxelles, le centre politique et administratif, extrêmement centralisé, et en enlevant la souveraineté des États. Pourquoi? Parce que pour les grandes sociétés transnationales, c'est évidemment plus facile de travailler un marché quand vous avez des lois communes à ces pays, sur lesquelles dont vous vous arrangez pour que ces lois arrangent vos affaires, et c'est surtout c'est un centre politique, un centre administratif, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de barrières, et du reste, une des premières, le traité de Maastricht, c'est un des premiers actes importants, l'un des premiers articles importants, c'est la libre circulation des capitaux. Et on l'a vu même après 2016-2017 au moment du Brexit, puisque ça a facilité les grandes sociétés britanniques, des grandes sociétés qui se trouvaient comme British, la BP et d'autres, pour mettre en difficulté l'État anglais, ont déplacé leurs sièges sociaux d'Angleterre sur les Pays-Bas ou sur le Luxembourg, par exemple. Il y avait quand même près d'une centaine de sociétés. Ça leur permet de ne pas payer d'impôts à l'Angleterre et de mettre évidemment l'Angleterre en difficulté sur le plan financier, parce que ça fait des recettes en moins, des milliards de recettes en moins pour l'État. Dans l'évocation que vous faites, puisque vous avez parlé de Jean Monnet, Jean Monnet avait déjà été évoqué par Éric Branca dans son livre L'ennemi américain, où il avait plutôt mis en lumière l'hostilité de Jean Monnet au général de Gaulle dès 1940. Vous citez un autre personnage sur lequel j'aimerais bien que vous vous étendiez un peu, qui est Jacques Delors. Quel a été le rôle de Jacques Delors, dont on sait qu'il est à l'origine de l'acte unique européen de 1986 lorsqu'il était président de la Commission? C'est quoi les relations de Jacques Delors avec les États-Unis? Alors, les relations de Jacques Delors avec les États-Unis, elles sont essentielles, elles sont fortes, puisqu'il s'agit pour Jacques Delors de mettre en place la monnaie unique. C'est-à-dire que dès les années 1965, les États-Unis, alors déjà dans un premier temps, avant même 65, en 1944, quand les soldats des États-Unis débarquent sur les plages de Normandie, ils débarquent avec des armes, ils débarquent aussi avec des caisses qui sont pleines d'une monnaie unique qui est imprimée, dont les États-Unis veulent faire une monnaie unique, une monnaie qui est imprimée, qui a été imprimée aux États-Unis et qu'ils vont diffuser. Et tout de suite, le général de Gaulle va s'y opposer et ils vont rencontrer l'opposition des gaullistes et des communistes sur cette monnaie. Mais ils vont quand même faire le forcing, et quand ils verront que c'est toujours comme ça avec les États-Unis, ils vont jusqu'à la limite, et quand ils verront qu'ils risquent d'aller au clash, ils vont arrêter la diffusion de cette monnaie. Mais vous allez avoir, alors avec Robert Marjolin, qui se rend régulièrement aux États-Unis, la volonté des États-Unis donc d'imposer une monnaie unique, qui soit une sorte de dollar un peu de ce marché unique qu'ils veulent façonner et qu'ils ont réussi à façonner. Et donc, en 1965, c'est des 70, vous avez déjà Jacques Delors qui va travailler. Et c'est lui qui va être qui va mettre en place l'euro. Et c'est avec le comité de l'or, du reste, qui va porter son nom, et il va travailler à la préparation de cette monnaie unique pour essayer de l'imposer et de la faire. Et ça sera imposé dans la vie de tous les jours. Ça va passer relativement facilement. Et tout ça va être conforté par les traités qui vont succéder, notamment avant avec le traité de Maastricht et après l'euro, mais après avec le traité de Lisbonne, etc. Donc c'est quelque chose d'essentiel pour les États-Unis, c'est la culture, la langue, la monnaie et les lois. Faire que les lois soient
soi-disant, ouvre les entreprises aux entreprises transnationales des États-Unis. C'est un travail d'influence remarquable hein, qu'ils ont fait. Hein. Il y a l'aspect négatif, bien sûr, mais je veux dire sur l'influence elle-même qui est exercée sur des hommes pour arriver à les faire aller dans le sens qui est souhaité. C'est un énorme travail, un gigantesque travail avec des armées de lobbyistes, de personnes, des responsabilités importantes, y compris dans l'État français. Quand vous voyez des gens comme Antoine Pinet, je veux dire, qui a travaillé, qui a eu des responsabilités très importantes dans l'État, ou Jean Monnet, oui, dont vous rappeliez du reste, alors que le général de Gaulle le nomme responsable commissaire au plan, directeur général du plan, qui est mis en place dans le même temps, alors qu'il a cette responsabilité. Jean Monnet a écrit au secrétaire d'État aux États-Unis, il faut liquider De Gaulle, noir sur blanc. Éric Branca, du reste, dans son remarquable travail sur l'ami américain, rapporte ces faits. Et j'ai pris, et je le cite parce que ça recoupait d'autres faits que je trouvais moi, faits par d'autres historiens, mais qui sont peu connus, comme le fait que Jean Monnet va être rétribué entre 1936 et 1945, jusqu'à la fin de la guerre, par le groupe chimique Solvay, qui, à partir de 1942, est placé sous administration nazie, puisque c'est une entreprise, c'est un des plus grands groupes chimiques d'Europe de l'Ouest, et c'est une entreprise belge et voilà, et stratégique donc pour le rachat allemand. Et Jean Monnet, alors on peut penser que ce Jean Monnet qui est présenté par la Commission européenne comme un résistant au nazisme va tout de suite se détacher du groupe Solvay. Mais non, il a été introduit par Foster Dulles, du reste au départ, comme consultant du groupe chimique Solvay. Mais quand l'administration nazie est mise en place pour contrôler toutes les filiales, pour contrôler l'activité du groupe Solvay, c'est un groupe très important au niveau mondial, groupe chimique, qui travaille avec IG Farben, du reste, la grande firme chimique allemande. Jean Monnet, on peut penser que les Allemands vont dire « Ah non, on ne le rétribue pas ». Mais pas du tout. Jean Monnet va continuer d'être rétribué par l'administration nazie. Et les preuves existent. C'est un universitaire, notamment Philippe Mioche de l'Université d'Aix-en-Provence, qui a beaucoup travaillé sur Jean Monnet et qui a mis à jour, c'est une des rares personnes à avoir pu avoir accès aux archives du groupe Solvay. Et c'est là qu'il a trouvé un tas de documents. Mais je veux dire, quand on lit ses travaux, c'est passionnant parce qu'on rentre dans, on s'aperçoit que l'histoire que l'on connaît en réalité est très superficielle. J'en profite pour glisser, puisque vous parliez de la monnaie unique comme grand projet américain pour l'Europe, j'en profite pour dire qu'en 1976, Friedrich Hayek avait écrit un livre pour contester ou s'opposer à la monnaie unique en disant le meilleur système, c'est la concurrence entre les monnaies, et entre les monnaies qui servent à payer, pas entre les gens-monnaies, bien entendu. Et le Courrier des stratèges est un grand lecteur de Friedrich Hayek, et on rappellera que le principe même de la monnaie unique est en effet contraire au principe de concurrence et au principe du marché. Mais c'est un peu là aussi qu'il y a un étonnement, c'est-à-dire qu'au fond, les Américains qui se prévalent de l'idéologie du marché vont mettre en place en Europe un système unique et donc vont tuer les concurrences entre pays dans la pratique pour essayer d'unifier. C'est quand même le paradoxe du capitalisme américain. Oui, parce qu'ils ont pensé que le marché serait plus facile à travailler pour les sociétés transnationales. Je pense que c'est ça. Au départ, ils se sont dit on va les enfermer dans un moule, mais que l'on pourra contrôler facilement, parce qu'au lieu d'avoir une succession d'États auxquels nous devons avoir affaire, nous allons avoir tout un territoire que nous pourrons travailler plus facilement avec les mêmes lois, avec la même langue, avec la même monnaie. Et pour nous, ça sera plus facile. Mais ils auront le même problème du reste avec les cartels, où au bout d'un moment, aux États-Unis même, du reste on le voit par souvent les procès même qu'il y a, quand il y a des constitutions de cartels qui se regroupent, qui deviennent, mais je veux dire où la concurrence n'existe plus. Et c'est assez intéressant, du reste c'est assez passionnant parce que au fond, ils pensaient pouvoir travailler plus facilement à un marché unique conçu de cette manière. Et bon, ça a peut-être facilité quelques belles opérations parce que ça a marché dans la mesure où ils ont au pouvoir des gens comme Emmanuel Macron ou d'autres en Allemagne ou en Angleterre
ils ont pensé que c'était plus facile pour accéder aux entreprises qui présentent une importance à leurs yeux. Alors, il n'y a pas que des entreprises comme Alstom, ça peut être des PME qui sont très performantes sur leur secteur, par exemple. Et avec tout le système de pillage qui existe au travers des normes IFRS, des normes comptables, après, il est très facile de délocaliser. On l'a vu avec Alstom, mais alors pour une PME, c'est une rigolade. Mais c'est très facile de délocaliser, de faire partir les brevets en offshore. On les maîtrise, on les contrôle comme on veut. Donc, c'était vraiment. Ils ont fait un énorme travail d'influence auprès des centres décisionnels politiques, administratifs et économiques, financiers. Et ce travail, on vit du reste. On vit du reste. Une grande contradiction là du capitalisme anglo-saxon. Et on voit, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, c'est intéressant parce que on voit la banque Rothschild à la manœuvre depuis 2016 pour essayer de rassembler des investisseurs pour que les sociétés transnationales européennes s'accaparent les marchés de l'Ukraine. Mais les États-Unis sont déjà présents depuis longtemps, depuis 2014-2015, où ils se sont accaparés, je veux dire, tout un tas de secteurs économiques, où ils ont mis en place des fonds des fonds financiers par lesquels transitent le financement d'entreprises qui les intéressent, qui veulent récupérer. Parce que bien évidemment, comme la dictature de Kiev ne peut pas rembourser les prêts qui lui ont été faits par les États-Unis et par l'Union européenne, eh ben, ils vont se payer sur la bête, comme on dit. C'est-à-dire qu'il va falloir, ça va devenir douloureux pour les Ukrainiens parce qu'après la guerre, ils vont connaître des privatisations, mais un régime choc, je pense. Oui, en sachant que avec une certaine astuce, on en discutait hier dans notre chaos global avec Édouard Husson, que nos lecteurs peuvent retrouver. J'en profite pour leur dire, retrouvez-nous aussi sur Telegram. On rappelait hier avec Édouard Husson que Donald Trump a beaucoup surévalué le coût du soutien américain à l'Ukraine, puisqu'il parle de 350 milliards de dollars, et les chiffres officiels disent plutôt 75 milliards de dollars. Donc là aussi, il y a une opération d'inflation subite destinée à justifier une prédation sur les ressources minières, notamment ukrainiennes. Dans la pratique, Jean-Loup, c'est quoi la solution? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut tuer l'Union européenne? Parce qu'on a vu le patron de Michelin, M. Ménigaud, dire mais nous, le fait qu'il y ait une seule norme en Europe, ça nous arrange aussi pour vendre nos produits européens aux Européens. Ça nous évite de devoir nous adapter à chaque marché. Et donc, ça nous fait gagner de l'argent parce que ça économise des coûts de production ou des investissements. Donc, est-ce qu'il faut tuer cette Union européenne? Comment on fait pour la tuer? La tuer, c'est-à-dire... Est-ce qu'on revient à l'Europe des nations d'avant 1940? La tuer, ça serait en sortir déjà. Revenir à une Europe, mais regardez ce qui se passe avec les BRICS, BRICS+, où chaque pays conserve sa monnaie, sa langue, son indépendance, où ses projets sont soumis devant les parlements nationaux, mais ça n'empêche pas, c'est ça qui est formidable, je trouve, du reste dans les BRICS, c'est que ça n'empêche pas du tout des pays qui ont une culture différente, des systèmes politiques complètement différents, un passé historique complètement différent, de travailler ensemble sur des projets d'avenir. Et moi, je trouve ça que on ne recherche pas que le profit, on recherche le profit financier, bien sûr, parce qu'une société qui ne réalise pas de profit, c'est une société qui s'appauvrit, qui meurt, mais on recherche aussi à replacer l'homme au centre du développement économique. Je vois les projets, et malheureusement, bien évidemment, les médias français ne s'y intéressent pas, mais il y a des projets, j'en parle dans Les Destructeurs du reste, où j'ai consacré le dernier chapitre du livre des Destructeurs à la naissance et au développement des BRICS. Parce que le titre était tellement, le livre était tellement lourd, j'ai dit, il faut quand même terminer sur une note optimiste. Et dans Les Destructeurs, que j'ai publié aux éditions Jean-Cyril Godefroy, le dernier chapitre est consacré au développement des BRICS. Et je donne des exemples du calendrier des BRICS, mais dans tout secteur. Par exemple, il y a des choses formidables qui sont en train de se mettre en place en ce moment entre la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, qui sont destinées après à s'ouvrir à d'autres pays qui sont membres des BRICS. Par exemple,
la formation d'un institut qui va être consacré uniquement aux mathématiques supérieures, et vraiment très haut niveau, et où les frais pour les étudiants seront pris en charge par la Fédération de Russie et par la République populaire de Chine, et où ne vont travailler là que des jeunes d'une trentaine d'années qui sont déjà à un haut niveau et qui se spécialisent sur les mathématiques supérieures. Mais je veux dire, ça c'est un projet dans le domaine de l'enseignement, mais il y en a une multitude dans le domaine de l'agroalimentaire, dans le domaine des télécommunications, des ordinateurs quantiques, dans un tas de secteurs d'activité économique. Donc, on peut très bien avoir des organisations décentralisées. Je veux dire, les BRICS, on n'a pas ce n'est pas parce que cette Union européenne, elle est condamnée à disparaître. Pourquoi? Parce que c'est une organisation pyramidale, hyper centralisée, à un moment où de plus en plus les nouvelles technologies de l'information et de la communication nous font travailler à la verticale, en réseau. Donc on peut pas avoir un pouvoir de décision hyper centralisé quand les gens cherchent à communiquer de plus en plus rapidement par réseau. Je veux dire, c'est un truc complètement mort. Et ceux qui veulent reproduire, on le voit dans certains partis politiques dits souverainistes, pas tous, mais qui proposent de faire une Union européenne à la carte ou autre, mais ça c'est voué à l'échec parce que l'Union européenne n'a pas été conçue pour ça au départ. Elle a été conçue pour favoriser les grandes sociétés transnationales économiques et financières des États-Unis. Là, les choses évoluent, elles évoluent très vite, et on le voit en face de ça. Vous avez ce monde que l'on appelle multipolaire des BRICS, mais où je veux dire, il n'y a pas d'armée de fonctionnaires, il n'y a pas de pouvoir central comme ça. Il y a des projets qui sont soumis aux parlements nationaux, qui sont acceptés ou pas. Et quand les projets sont acceptés, vous avez simplement des comités des pays qui sont concernés, où siègent des représentants des États et des représentants des entreprises qui sont concernés, et qui travaillent ensemble pour mettre en place le projet, pour développer le projet et poursuivre jusqu'à son terme. Et mais ça crée des liens qui sont d'une qualité bien supérieure à cette Union européenne où tout est cloisonné, contrôlé, enfermé. Je veux dire, c'est un truc de fou. C'est la planète des singes, cette Union européenne. Je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais moi, quand j'étais petit, avant l'euro, comme je vivais en Belgique et que j'avais de la famille en France, il fallait chaque fois passer une frontière, changer l'argent. J'habitais pas très loin de l'Allemagne, pas très loin de la Hollande. Alors la Hollande, c'était particulier, mais il fallait changer des Deutschmark. C'était des procédures compliquées. Il y avait des douaniers qui passaient. Aujourd'hui, je prends le Paris-Cologne. Tout se fait dans la même monnaie et il n'y a plus de douaniers. Encore que j'ai été contrôlé par la douane et fouillé par la douane dans le Paris-Bruxelles, mais c'est anecdotique. Globalement, vous dites l'Europe c'est cloisonné, mais quand même matériellement, si on sortait de l'Union européenne, si on sortait des accords de Schengen, si on sortait de l'euro, il faudrait revenir au bureau de change où on change des francs belges contre des francs français, des Deutschmark, il faudrait repasser des frontières, il y aurait des douanes. On a quand même l'Europe a quand même beaucoup décloisonné la vie entre ses citoyens. Oui, mais la monnaie nationale n'empêche pas la monnaie commune. Certes, mais pour qu'il y ait monnaie commune, enfin, on ne va pas faire un long débat politique économique, mais si on veut une monnaie commune qui tienne, et c'est d'ailleurs pour ça que les BRICS ne font pas leur monnaie commune, si on veut une monnaie commune qui tienne, il faut un minimum de convergence budgétaire, vous le savez bien, sinon on encourage les passagers clandestins. C'est ce que fait la France aujourd'hui avec l'euro. Aujourd'hui, on a la Dolce Vita en France, même si les Français sont convaincus d'avoir une vie absolument abominable, épouvantable, etc. On se la coule douce en s'endettant parce que on sait que les Allemands font les efforts pour nous. Et grâce à eux, on peut vivre au-dessus de nos moyens tout en disant c'est affreux, c'est très dur. Non ? Oui, mais enfin, il y a quand même des faits qu'il ne faut pas oublier. Par exemple, je repense à ce que vous disiez, l'un des dirigeants de Michelin que vous évoquez. Et là, je vais citer un rapport qui a été fait par France Stratégie, qui est quand même un organisme qui travaille auprès du Premier ministre et qui a publié en novembre 2020 un rapport très intéressant sur l'évolution de l'industrie en France sur les 40 dernières années, et où il constate que la France est aujourd'hui l'un des pays les plus
l'un des pays les plus désindustrialisés de l'Union européenne. Donc, et sur les Mais est-ce que 40 c'est dernières dû à années. l'Union européenne? Bah, écoutez, le patronat français est champion en termes de délocalisation. Alors, ça veut dire Oui, quand mais même pourquoi? ça veut dire quand même qu'ils n'ont pas trop le souci de la production française. Non, mais attendez, Peut-être. parce que je suis employeur. Moi, je suis employeur et je le vois, Oui. si vous voulez. Et j'ai entendu un certain nombre d'industriels français dire, premièrement, aujourd'hui, de la main-d'œuvre qualifiée, on en trouve partout dans le monde, et croire que les Français sont plus qualifiés que les autres, c'est de ne pas avoir vu le monde changer. Et deuxièmement, c'est le fameux exemple entre l'Allemagne et la France, puisque nous avons grosso modo autant de multinationales que l'Allemagne. Et nos multinationales emploient, comme les multinationales allemandes, environ 4,5 millions de salariés. Simplement, la majorité de ces salariés des multinationales allemandes sont employés en Allemagne et la majorité des salariés des multinationales françaises sont employés hors de France parce que le coût du travail et la productivité et la lourdeur bureaucratique, et notamment fiscale, sont beaucoup plus élevés en France qu'en Allemagne. En Allemagne, le patronat, l'employeur ne finance que 20% de la sécurité sociale. En France, les employeurs financent 36% de la sécurité sociale. Donc, vous comprenez que si vous avez le choix entre construire une voiture pas chère en Roumanie et construire une voiture en France avec des normes environnementales, un coût du travail colossal, des complications administratives, vous allez là où c'est le plus facile. C'est pas l'Europe qui nous oblige à avoir une sécurité sociale confiscatoire. Ah ben, on peut supprimer la sécurité sociale et on sera encore plus concurrentiel. Mais ce que je veux dire quand même, c'est que faut pas quand même pas oublier que depuis 1980, pratiquement 82, le grand patronat français principalement a bénéficié d'une succession d'allègements fiscaux et parce que quand même les entreprises du CAC 40 qui reçoivent près de 200 milliards d'euros par an d'aides de toutes sortes de l'État. Alors, ce n'est pas forcément des subventions pour le maintien de l'outil de travail, pour la modernisation de l'outil de travail, pour le maintien de l'emploi. Ce sont aussi des dégrèvements fiscaux et puis quand même des allègements fiscaux importants. Je veux dire, Des allègements fiscaux par rapport à quelque chose qui est confiscatoire. Vous comprenez, si vous dites on met l'impôt à 100 alors que nos voisins sont à 25 et que vous dites ah ben pour éviter que tout le monde se barre, on met l'impôt à 35, on fait un dégrèvement de 15. Certes, c'est un dégrèvement important, mais ça reste confiscatoire par rapport à nos voisins. Comment est la notion d'allègement, mais d'allègement par rapport à quelque chose qui est dément. Nous avons les taux d'imposition les plus élevés. Ah, pas pour le patronat, hein. Ah ben attendez, je vous assure que Pas pour le je grand paye l'impôt. patronat. Non, mais je parle Excusez-moi, du grand je patronat, moi. suis patron. Je paye Oui. l'impôt sur les sociétés. Et il se trouve que quand vous passez un certain niveau de bénéfice, et malheureusement je le passe, vous êtes taxé, à une époque, vous étiez taxé à plus de 30%. Alors que dans les pays voisins, vous étiez taxé à 30, 25. Donald Trump annonce 15%. Donc, je veux bien qu'on explique, ah mais on vous a baissé l'impôt sur les sociétés. Oui, mais pour rattraper ce qui se faisait à l'étranger. Et je vous assure que l'impôt sur les sociétés, quand vous le payez à 35%, c'est douloureux. Parce que ça signifie que si vous voulez, vous faites 100 000 euros de bénéfices, vous commencez par payer 35 000 euros d'impôt sur les sociétés, il vous reste 65 000 euros. Si vous voulez, vous les versez en dividendes, vous repayez 30% sur la somme si vous voulez verser en dividendes au prélèvement forfaitaire, c'est-à-dire que vous réenlevez à nouveau 20 000 euros, c'est-à-dire que sur 100 000 euros de bénéfices, il vous reste 50 000 euros pour vivre. L'impôt sur les sociétés, il est à 15% pour les TPE-PME. Non, après, mais non, Jean-Loup, c'est pas vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est de la fake news. Il est à 15% pour les sociétés qui font moins de 38 000 euros de bénéfices. Voilà. Mais dès que vous passez à 38 000 euros de bénéfices, vous passez à 25%. En 27 d'ailleurs. Voilà. 25%. Oui, 37 000 euros de bénéfices, c'est rien. Il ne faut pas expliquer que c'est à 15% pour les TPE. Ce n'est pas lié aux TPE, c'est lié au chiffre d'affaires et aux bénéfices. Oui, et au nombre de salariés. Oui, mais ce n'est pas parce que c'est une TPE que... Non, il y a une question de nombre de salariés. Moi, je le paye chaque année. Donc, je suis à peu près bien placé pour savoir comment ça marche. Donc, ce n'est pas lié à votre qualité de TPE ou pas. C'est lié aux bénéfices que vous faites. Si vous avez le malheur de faire des bénéfices, vous êtes massacré fiscalement.
Et donc, moi, à titre personnel, mais je pense que c'est un sujet parmi d'autres, mais vous comprenez que si vous avez le choix entre un pays où c'est à 15% et la France où c'est à 25 ou 30 ou 35%, vous allez dans le pays où c'est à 15%. Ça me paraît de bon sens, parce qu'un patron de TPE, c'est pas un chômeur, c'est pas un feignant, c'est pas un exploiteur, c'est quelqu'un qui fait 100 heures par semaine, qui ne prend pas de vacances, qui est à l'angoisse du chiffre d'affaires, qui prend des risques personnels, et à un moment donné, expliquer, ah mais il y a eu plein d'avantages pour eux, plein de dégrèvements, ben, je paye beaucoup plus d'impôts que n'importe quel patron russe ou américain. Oui, mais alors, il y a quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier non plus dans cette donne. C'est les milliards d'euros qui échappent au fisc, justement. Parce qu'on parle On connaît par cœur. Est-ce que vous pouvez me prouver qu'il y a des milliards d'euros qui échappent? Moi, je vais vous expliquer ce mensonge des milliards d'euros qui m'agace. C'est qu'il y a une disposition en droit fiscal qui est l'abus de droit fiscal. Qui dit, c'est le Code général des impôts, qui dit que lorsque vous respectez le Code des impôts, mais que vous l'utilisez pour ne pas payer l'impôt que vous devez, vous êtes un fraudeur. Tout patron en France est un fraudeur. Oui. Je vois que vous n'écoutez plus parce que comme ça ne correspond pas à vos. Non, pas du tout, pas du tout. Mais c'est une imposture. La fraude fiscale est une imposture. Tout patron est un fraudeur parce qu'il y a tellement de lois à appliquer que personne ne peut les appliquer. Par rapport à ce que vous m'avez dit tout à l'heure, lisez le rapport du Tax Justice Network que vous devez connaître, je pense. Le dernier rapport 2024, vous avez dessus les chiffres pays par pays, continent par continent, de l'estimation de l'évasion fiscale qui est faite des économies. Et ce ne sont pas, je veux dire, les dirigeants de TPE, de PME ou le commerçant du coin. Ce sont principalement les grandes sociétés transnationales qui utilisent les paradis fiscaux et les places offshore et qui permettent au système de perdurer. Et là, ce sont chiffré pays par pays ce que représente pour le fisc de chacun des pays les pertes fiscales. Parce que les entreprises dont vous me parlez, les patrons dont vous me parlez qui sont soumis à l'impôt et que c'est très dur pour eux, etc., etc., ces gens-là, ils profitent quand même des infrastructures qui sont mises en place en France et qui sont payées par les contribuables. Je pense aux routes, je pense à l'électricité. Ben, les zones industrielles, qui c'est qui les construit? Oui, mais l'électricité, ils la payent à un certain tarif. D'accord, non, mais je veux Après, dire, je vais vous dire, Jean-Loup, je veux bien vous suivre. Jean-Loup, je veux bien vous suivre dans ce que vous dites. Mais vous voyez bien que la liste des griefs que vous formulez contre les gens qui prennent des risques, en leur disant, ah, mais vous délocalisez. Déjà, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Mais vous voyez bien que la liste des griefs que vous me faites, elle n'a rien à voir avec l'Union européenne. C'est pas l'Union européenne qui organise ça. C'est le fisc français tout seul comme un grand. Mais non, pas du tout. Pas du tout. Ce sont les grandes orientations des politiques européennes. Ce sont les GOPE qui sont décidées à Bruxelles. Et ce sont elles qui fixent le cadre, justement, de ce qui est faisable ou de ce qui n'est pas attendez, faisable. Là aussi, il faut arrêter l'intox. Les GOPE, ça part de plans que nous faisons. Nous. Non. Et qui sont validés ou pas par Bruxelles. Non. Les GOPE sont décidées à Bruxelles et ce sont elles qui fixent le cadre. Oui, mais elles sont décidées à partir d'une copie que nous rédigeons. Mais librement. Non, pas du tout. Les GOPE, elles viennent. Tout ça est en source ouverte. Hein. Les GOPE, elles sont transmises chaque année pratiquement au mois d'avril ou au mois de mai au président de la République qui les transmet au gouvernement. Et ces grandes orientations des politiques économiques, c'est ce qui détermine. Ces grandes orientations de politique économique, c'est ce qui détermine le cadre du budget qui sera soumis par le gouvernement aux députés. Rappelons pourquoi il y a des GOPE. C'est parce qu'il y a une convergence budgétaire. Donc vous-même, vous me dites une monnaie unique, c'est bien. Mais si il y a une monnaie unique, il y a des GOPE. À un moment donné, il faut arrêter de dire on veut tout et son contraire. Je n'ai pas dit que la monnaie unique, c'était bien. Hein. Ouais, mais donc, soit on veut revenir à notre monnaie à nous, et à ce moment-là, on assume nos problèmes de compétitivité, soit on dit, les monnaies uniques comme les BRICS, mais il y aura des GOPE. Et factuellement, Jean-Loup, les GOPE, c'est une validation par Bruxelles après dialogue avec la France d'un plan de convergence budgétaire qui est proposé par la France. C'est-à-dire que nous avons librement signé le traité de Maastricht. Je le rappelle, le traité de Maastricht a été approuvé par référendum en France.
il nous oblige à avoir un déficit budgétaire de 3% maximum avec une dette de 60%, règle que nous violons allègrement. Et nous devons chaque année proposer à Bruxelles un plan pour respecter ce traité que nous avons librement signé et approuvé par référendum. Donc ça ne veut pas dire que c'est bien, ça veut juste dire qu'à un moment donné, c'est trop facile d'expliquer qu'on est des petites choses qui ne peuvent rien, alors que nous nous sommes mis nous-mêmes dans un dispositif de convergence budgétaire avec les autres pays européens. Et je crois que notre rôle d'intellectuel, entre guillemets, c'est pas d'expliquer aux gens vous faites avoir, c'est de dire mais vous l'avez choisi, on a signé le traité de Maastricht et nous avons choisi ce système. Ah ben ça, complètement d'accord avec vous là-dessus. C'est pas Bruxelles qui nous impose des gopés, c'est nous avons signé un traité dans lequel nous nous sommes engagés à fonctionner comme ça. Par contre, le traité constitutionnel, non, mais c'est pas le traité constitutionnel, c'est le traité de Maastricht qui prévoit les gopés, et ce traité de Maastricht, il a été approuvé par référendum. Ça, c'est un choix. Arrêtez de faire croire aux Français qui sont des victimes, alors qu'ils sont responsables de leur destin. Et si nous en sommes là, c'est parce que les Français l'ont choisi. Ah, mais ça, je suis complètement d'accord avec vous. Hein. Ça, ils avaient qu'à. Du reste, il y a qu'un journal à l'époque, je me rappelle, et vous devez vous en rappeler aussi, qui a publié intégralement le traité Maastricht avant les élections, c'était l'Humanité, où il y avait l'intégralité du traité de Maastricht, ce qui permettait aux gens d'en prendre connaissance et de pouvoir en débattre. Alors après, que le traité de Maastricht, ils ont fait le choix du traité de Maastricht. Quand on fait un choix en politique, il faut en assumer les responsabilités après. Ça, ce que nous ne faisons pas aujourd'hui. Voilà, à un moment donné, moi je veux bien qu'on critique les gopés, ça ne me choque pas, mais il ne faut pas faire croire que les gopés, c'est la dictature de Bruxelles qui s'exerce sur nous. Nous avons choisi librement d'adhérer à un système où nous nous sommes engagés à entrer dans une convergence budgétaire avec nos voisins. Et que si on veut en sortir, moi je suis partisan du Frexit et je suis partisan du fait que nous sortions de la zone euro. Et je le soutiens. Simplement, si on sort de la zone euro, il est hors de question qu'on dévalue nos patrimoines acquis par notre travail. Il est indispensable que pour maintenir notre compétitivité, nous tapions dans les dépenses sociales insupportables où on a des tas de gens qui restent chez eux à ne rien foutre en disant on est malheureux. Voilà. Oui, et c'est là-dessus, moi en tant que patron, il est hors de question que je me fasse avoir à ce qu'on me dise on va dévaluer la monnaie de 10-15% tous les 3 ans pour rester compétitif, pendant qu'il y a des tas de gens qui sont chez eux à dire c'est très dur la vie, et on va continuer à s'endetter pour faire vivre ces gens-là. Tout ça est là. À un moment donné, il faut dire le Frexit, on est pour, mais ça signifie la mise en concurrence de la sécurité sociale et la fin de cette espèce de laisser-aller avachi du pays. Il faut avoir le courage de le dire. Vous savez, les dépenses sociales que vous évoquez qui seraient trop importantes, moi, je ne les vois pas dans le secteur de la santé, puisque… écoutez, lavez-vous les lunettes. Hein. Ah bah écoutez, il y a 7 Français sur 10 qui refusent de se soigner aujourd'hui, soit parce que pour des raisons financières, pour des délais d'attente. Attendez, la France, c'est le pays où il y a le moins de renoncement aux soins. Mais attendez, il y a des études de l'OCDE parfaitement carrées, mises à jour chaque année dans le panorama de la santé de l'OCDE. La France est le pays où il y a le moins de reste à charge en santé et le pays où il y a le moins de renoncement aux soins. En revanche, c'est le pays où vous avez raison, 70% des Français se déclarent insatisfaits de leur système de santé. Oui, nous sommes bien d'accord, mais ce n'est pas dû au fait qu'ils ne se soignent pas. Écoutez, l'OCDE, moi, je les invite à venir en Corrèze ou dans le Lot, et vous allez voir, je vais leur faire rencontrer des gens qui sont atteints d'un cancer et qui n'arrivent pas à trouver de médecin pour se faire soigner. Mais là aussi, je suis désolé, Jean-Loup, il faut arrêter. D'abord, si on a du mal à trouver des médecins, c'est parce que les médecins ont imposé un numerus clausus. Ça n'a rien à voir avec un problème de moyens. C'est qu'il y a des médecins dans les années 80 qui ont dit il y a trop de médecins, on va diminuer le nombre de médecins. Et maintenant que les gens partent à la retraite, on manque de médecins. Mais ça n'a rien à voir avec un problème de moyens financiers. C'est un problème de choix politique qui a été fait par la corporation des médecins. Voilà. Complètement. Il faut arrêter d'expliquer que la Corrèze, c'est très dur. Allez chercher un médecin à Paris et vous allez voir que c'est pas plus facile. Non, là aussi, cette espèce de lamentation permanente de « Ah, nos campagnes sont abandonnées, mais venez vivre en Seine-Saint-Denis, vous allez voir, si c'est si sympa que ça, pourquoi les gens fuient la Seine-Saint-Denis ?»
c'est pas seulement les campagnes, je veux dire, ça touche tout le pays, puisqu'on a une Oui, mais vous régression parlez du de la nombre de Corrèze médecins. et du Lot, Alors après, allez il y a en autre chose, Seine-Saint-Denis, il y a quand même autre chose qui vient se département. greffer. Il y a quand même autre chose qui vient se greffer là-dessus, c'est aussi, comme vous l'avez dit, l'attitude de la corporation des médecins. Oui, Parce qu'il mais y a il deux faut groupes arrêter de dire politiques. qu'on a des problèmes d'argent. On a Ah, fait des choix malthusiens, mais ça n'a rien à voir avec des problèmes de moyens. non, il n'y a pas que des problèmes d'argent. Il y a aussi un problème de mentalité. Parce que, attendez, il y a deux groupes politiques à l'Assemblée nationale qui, à deux moments différents, à deux années différentes, ont proposé que les étudiants en médecine, à la sortie de, de leur cursus, soient employés justement dans les déserts médicaux pour lutter contre les déserts médicaux pendant 5 ans. La première proposition venait du groupe communiste et la deuxième d'un groupe centriste. Je ne sais plus si c'est le MoDem ou un autre groupe. Et ça a été refusé à chaque fois. Ça a été refusé à chaque fois par l'Assemblée nationale. Mais moi, je pense que c'était une bonne disposition parce qu'alors aujourd'hui, vous avez des médecins, s'ils n'arrêtent pas à 17 heures ou ils n'ont pas un golf, s'ils n'ont pas un golf à proximité de leur établissement, comme l'a dit, je crois que c'est la Fédération française des médecins, nos médecins n'iront jamais travailler dans des communes où il n'y a pas assez de commerce, pas de transport, pas d'école, etc. Mais Ce quand qui on peut est se médecin, comprendre. oui, mais quand on est médecin, quand même, on se met au service de l'humain. Oui, On mais choisit ce un que je ne comprends engagement. pas, Jean-Loup, c'est que visiblement, vous me dites pour les médecins, il faut des règles contraignantes, mais pour les autres, il faut être gentil. Ah, Alors, je n'ai pas moi, dit je veux ça. bien qu'on dise aux médecins, on les oblige à aller travailler à tel ou tel endroit, mais à ce moment-là, on le dit à tout le monde. On dit les chômeurs qui sont au chômage depuis 8 mois, on leur dit tu vas bosser là. On ne peut pas expliquer que quand ça nous arrange, il faut être sympa, et puis quand ça ne nous arrange pas, il faut être dur. Voilà. Oui, On ne peut pas faire deux poids, deux mesures. Et on ne peut pas expliquer qu'il y a des gens, j'en connais, moi aussi je vis en province, je connais des gens qui sont peu diplômés, qui ne foutent rien, qui ne veulent pas aller bosser. J'en connais. Voilà. Euh, et eux, il faut rien dire parce que c'est méchant. En revanche, le gars qui a fait 10 ans d'études pour être médecin, lui, on va lui dire, ah, mais toi, en revanche, tu dois faire des efforts pour aller vivre dans un endroit ingrat. Mais on est dans quel monde, là? Et quelle détestation vous avez des études universitaires, des gens qui travaillent pour expliquer qu'il ne faut surtout pas dire aux chômeurs ou aux mecs au RSA qu'ils doivent aller bosser, sinon on leur coupe leurs allocations, mais que le médecin, lui, au bout de 10 ans d'études, il va devoir aller vivre dans un trou perdu, il n'a pas envie d'aller vivre. On est dans quelle société pour en arriver là? Dans quelle démagogie on est arrivé pour ne pas dire aux gens, si vous voulez des médecins, il faut les appâter. Et par ailleurs, je redis, puisque là aussi sur les médecins, pas d'argent ici pour la santé, il faut arrêter avec ce délire. Il y a eu un accord imposé par le maire de Carex pour autoriser le paiement de médecins intérimaires à l'hôpital de Carex. Ça a été imposé après une négociation avec le préfet. Vous avez des médecins aujourd'hui intérimaires dans les hôpitaux qui sont payés pratiquement 20 000 euros. Est-ce que vous pouvez me dire comment, dans un système où il paraît qu'on n'a plus d'argent, il y a des médecins intérimaires qui sont payés 10, 15, 20 000 euros par mois. Et il paraît qu'on n'a pas d'argent. Et je vais vous dire, le médecin de l'hôpital d'Aubervilliers, qui est marocain de base, il doit être payé 3 ou 4 000 euros. Les gens à Carex qui disent « Ah, on est abandonné par la France, on est dans une campagne, on fait rien pour les campagnes », mais ils ont des médecins qui coûtent la peau des fesses. Mais on est dans quel monde pour faire croire aux gens qu'ils sont malheureux alors qu'on vit dans des systèmes de ce genre où l'habitant de Carex bénéficie d'infiniment plus de dépenses publiques, notamment pour sa santé, que l'habitant de Seine-Saint-Denis. Oui, non, mais ça, c'est n'importe quoi, je veux dire. C'est la réalité française. Oui, non, mais je veux dire, c'est n'importe quoi, parce que quand on voit que le salaire moyen des chirurgiens, toute spécialité confondue, est entre 5 et 7 000 euros, pour ceux qui ont de l'ancienneté, je veux dire, voir des médecins intérimaires payés comme ça, c'est du gaspillage d'argent public. Mais comment on fait quand vous avez un poste, vous avez un hôpital à Carex? Je prenais hier avec Édouard Husson l'exemple de l'hôpital de Remiremont dans les Vosges, qui est à 20 minutes de l'hôpital d'Épinal. Il y a 3 pelés et 2 tendus dans cette région, mais il y a 2 hôpitaux qui ont du mal à pourvoir leur poste. Alors, vous faites quoi? Moi, je sais ce que je fais. Je ferme l'hôpital en disant, écoutez, on ne va pas payer des médecins 15 000 euros pour aller travailler à Carex. Bon, on ferme l'hôpital, point. Et on dit aux gens, écoutez, on ne peut pas éternellement épuiser les moyens de l'État et les moyens de la collectivité pour faire vivre des structures hospitalières aberrantes. On n'a pas ce courage
Donc, on dépense énormément d'argent. Voilà. Mais il faut le dire, il faut dire à un moment donné aux Français, vous voulez un hôpital à Carhaix, personne ne veut aller vivre à Carhaix, personne ne veut aller vivre à Remiremont. Alors, soit on rentre dans une dictature, on dit aux médecins, bah, tu vas à Remiremont, on ne te demande pas ton avis, mais à ce moment-là, on dit aussi aux chômeurs, tu vas bosser, on ne te demande pas ton avis. Soit on dit, ah non, on ne peut pas forcer les gens, et on fait jouer la loi du marché. Et pour avoir quelqu'un à Remiremont, on prend un médecin intérimaire qui coûte 15 000, 20 000 euros. C'est simple, la vie. C'est simple comme bonjour. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Oui, sauf que la loi du marché sur les questions de santé, c'est quand même quelque chose de... Ça peut aller loin. Hein. La question, je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est-à-dire que... Parce que là, on touche à l'humain quand même. La question de fond, c'est que il y a quand même la contradiction qui me semble importante, c'est que les grandes sociétés transnationales économiques et financières qui reçoivent quand même, comme je le disais tout à l'heure, et c'est chiffré, près de environ plus ou moins, parce qu'il y a aussi des aides de l'Union européenne dont profitent ces sociétés, plus ou moins 200 milliards d'euros par an, sont aussi celles qui font les grands plans de licenciement et de suppression d'emplois. Et comme vous le disiez tout à l'heure, ce sont aussi celles qui emploient pratiquement, alors pour des raisons, on pourrait en débattre longtemps, de nombreux salariés à l'étranger, parfois même plus qu'en France. Mais quand on voit les grands groupes bancaires, quand on voit par exemple des grands groupes dont les chiffres sont à la hausse à la bourse et dans leur bilan, et qu'on voit qu'en même temps, les bons résultats de ces entreprises ne profitent pas au développement de l'emploi, au développement par exemple de sociétés coopératives de banques, qui sont des outils intéressants, les sociétés coopératives, parce que là, on initie les sociétaires, on initie ceux qui sont des porteurs de parts sociales au fonctionnement de l'entreprise. Et comme le disait Hervé Siriac, c'est très important, et le défi que nous avons à relever, et il disait ça, c'était en 2005 quand il a fait son livre Alerte sur notre contrat social, il s'agit de passer de l'entreprise, des salariés instruments au service de l'entreprise à l'entreprise instrument au service des salariés, des personnes, pour être plus large. Et donc, on a donc quelque chose là qui est complètement anormal. Vous avez fait un très bon livre sur le crédit agricole, Jean-Loup. Oui, vous avez dû. Il faut que vous m'expliquiez comment vous pouvez me faire l'éloge de l'économie sociale et solidaire ou coopérative après avoir écrit ce que vous avez écrit sur le crédit agricole. Ah ben si, au contraire. Et c'est pour ça que je trouve que le crédit agricole est passionnant et que je m'y suis intéressé. Parce qu'à l'intérieur d'un même groupe bancaire, vous avez des structures de type capitaliste ou commercial, appelez ça comme vous voulez, on va dire le code monétaire et financier dit commercial, et des structures, des sociétés dites coopératives. Mais où c'est passionnant, si vous voulez, c'est que ces sociétés coopératives qui ont été mises en place au début des années 1900 par les agriculteurs, justement, au départ, qui voulaient se débarrasser des prêts usuraires que faisaient les notaires et les grandes familles et qui n'arrivaient pas à rembourser, où ils ont dit on va mettre nos capitaux en commun et on va décider en commun de nos dirigeants et de l'utilisation des capitaux. La démarche était formidable. Ça, c'était à la base. Ça, c'est à la base. À l'origine, c'est un peu différent de ce qui existe aujourd'hui. Voilà, mais après, ça a évolué. Et après, en 2000, quand le Crédit Agricole va sur les marchés financiers, en se faisant société anonyme, Crédit Agricole Société Anonyme, on a cette rencontre, cette friction entre la gestion de sociétés coopératives et de sociétés commerciales qui sont complètement différentes puisque les objectifs sont différents. Les sociétés coopératives, il s'agit d'assurer dans le temps la pérennité de l'entreprise. Alors que la société du tout actionnaire, du type anglo-saxon, on va dire commercial ou capitaliste, comme vous voulez, c'est de réaliser le maximum de profit immédiat, quelles que soient les conséquences pour l'environnement. Donc, c'est ça qui m'a intéressé, on a deux types de gestion qui sont différents dans les objectifs et dans les moyens et qui cohabitent ensemble au sein du même groupe. C'est pour ça que j'ai voulu interviewer, du reste, le président du Crédit Agricole de l'époque, c'était en 2005-2006, parce que j'ai continué mon enquête après, qui était M. René Caron. Et il a refusé, c'est parfaitement son droit. Ça ne m'a pas empêché d'interviewer d'autres responsables du secteur coopératif, comme ceux du Crédit Mutuel ou Switch ou d'autres banques coopératives, ou l'Institut, le mouvement des Caisses des Jardins au Canada. Donc, et c'est ça qui est intéressant dans cette banque coopérative. Et la question qui se pose,
justement, si on veut faire changer les choses, qu'il s'agisse de l'Union européenne ou qu'il s'agisse par rapport à la question dont on discutait là, de l'utilisation des fonds publics, il faut que les gens s'intéressent à leur destin. Le traité de Maastricht, ils ont voulu le traité de Maastricht, et ben ils mangent du traité de Maastricht à longueur de journée. Dans les sociétés coopératives, ce qui est intéressant, ce que n'a pas fait la France au niveau du crédit agricole, mais ce qu'a fait le Canada dans ses caisses coopératives, c'est qu'il y avait des cours, il y a des cours de formation qui sont donnés aux sociétaires pour les éduquer non seulement à la loi du marché, mais aux lois et aux principes de gestion des sociétés coopératives. Mais ça, c'est quelque chose de passionnant à voir et à faire. Et alors, Eric, on a vraiment deux types de sociétés coopératives différentes entre le Canada et la France. Quand vous voyez au Canada sur les vitrines des caisses coopératives du mouvement des caisses de jardin, cette année, nous avons distribué tant de millions de dollars à nos sociétaires, etc. Et que le Crédit Agricole, depuis la libération, n'a pas distribué un centime de ristourne à ses sociétaires. Donc, on a deux types de sociétés coopératives, une qui essaie de fonctionner dans un cadre capitaliste très fort qui est celui du Canada, mais qui fonctionne même s'il n'est pas parfait. Et on a en France encore cette mentalité de détourner la loi, de jongler avec la loi, d'un Premier ministre, d'un ministre de l'économie et des finances en 1988, M. Balladur, qui va faire une loi sur mesure pour le Crédit Agricole, qui va réussir à vendre aux propriétaires de la Caisse nationale du Crédit Agricole, que sont les caisses régionales de Crédit Agricole, qui sont elles-mêmes la propriété des caisses locales de Crédit Agricole qui ont fait leur richesse, il va réussir à leur vendre les actions, c'est-à-dire il va réussir à vendre la Caisse nationale à ses propriétaires. Il faut quand même le faire. Et après, ça s'est développé. Mais je veux dire, c'est pour ça que je me suis accroché à ce Crédit Agricole, parce qu'il y a deux types de gestion qui sont complètement différents. Et quand j'étais sur le Canada et que vous voyez comment ça a fonctionné au Canada et comment ça a fonctionné en France, comment ça a évolué, je veux dire, même avec le poids des marchés financiers, je veux dire, c'est le jour et la nuit. Oui, mais moi, je bois du petit lait, je suis d'accord avec vous. Simplement, la question, c'est comment, au fond, le Crédit Agricole a vécu sa décadence ou sa transformation en structure capitalistique. Et on a deux explications différentes. C'est-à-dire, vous m'expliquez, c'est les puissants qui… Non. Je dis, c'est la faute des sociétaires. C'est-à-dire que vous êtes sociétaire du Crédit Agricole, vous voyez les trains passer, vous ne bougez pas parce que vous êtes en train de siroter votre pastis à dire c'est votre faute. Non, mais attendez. Je dis la même chose sur les coopératives agricoles. Quand je vois notamment, je me souviens, vous êtes dans le sud-ouest, je me souviens lorsqu'il y a eu je ne sais quelle maladie du canard où on a massacré en masse des canards dans le sud-ouest et où c'était les coopératives elles-mêmes qui au fond organisaient le mouvement pour pouvoir vendre les foie gras fabriqués dans leur filiale polonaise ou hongroise, et où on se disait, mais en fait, l'épidémie, elle est pratiquement organisée en France pour pouvoir écouler les stocks de foie gras de la même coopérative, mais fabriqués à l'étranger. Et là, on s'aperçoit que les coopératives qui, à la base, étaient faites pour protéger les agriculteurs, mais qui devaient être un bien commun, ont été captées par une bureaucratie qui a pris le pouvoir. Et les sociétaires ne disent plus rien. C'est-à-dire qu'ils regardent passer le train, ils ne se révoltent pas. Ils disent on ne peut rien faire, monsieur. J'ai vu sur une vidéo sur YouTube qu'on ne pouvait rien faire. Et moi, ce que je dis, c'est qu'il faut retrouver la culture de la lutte. Parce qu'on ne parviendra pas à lutter contre les capitalistes avec des bons sentiments et en se contentant de liker des vidéos sur YouTube. Non, mais ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Et je vais vous dire une chose, je partage complètement votre avis, parce qu'il y a le poids des marchés financiers. Mais vous savez, c'est un peu comme les États-Unis. Il faut qu'occuper le vide. Si les dirigeants du Crédit Agricole ont pu manœuvrer ainsi, c'est parce que les sociétaires ont laissé faire, parce que rien n'empêchait les sociétaires dans les caisses locales de Crédit Agricole de dire attendez, nous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe là, parce que c'est notre pognon et avec notre pognon, vous êtes en train d'acheter des filiales qui se trouvent à Miami. Donc il y a des sociétaires qui, sans le savoir… Et qui deviendront nos concurrentes. Voilà. Mais alors, où ça devient dramatique, c'est que quand je me suis porté sociétaire du Crédit Agricole pour voir de l'intérieur le fonctionnement du Crédit Agricole et que je rentre par exemple dans une caisse locale et que je fais le naïf et je dis à la personne, mais à l'employé donc du Crédit Agricole, je lui dis mais qu'est-ce que c'est cette réunion que vous faites en fin d'année? Donc sa réunion, c'est pas n'importe quoi, c'est l'assemblée générale de la caisse locale de Crédit Agricole où chaque année normalement les sociétaires doivent prendre connaissance du bilan
qui est présenté par les dirigeants qu'ils ont élus l'année d'avant et décider ensemble de la pérennité de l'entreprise au travers de l'utilisation des ressources de la caisse coopérative, du bilan financier et d'élire ses dirigeants. Donc, c'est un moment important. Qu'est-ce qu'on me répond? Oh, ben ça, c'est un petit pot fraternel pour mieux se connaître entre clients et dirigeants de la banque. Alors, sur le coup, je n'ai rien dit, mais je me suis aperçu que je n'étais pas un cas à part, malheureusement, si j'ose dire. Mais comme me l'a dit un paysan, mais il dit, c'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui avons laissé faire. Quand ils ont fait la privatisation en 2001, ils ont laissé faire comme on conduit la vache au taureau. Et ce qu'il voulait dire, c'est que nous avions, dans les critères de gestion des caisses locales, de coopératives, de crédit agricole, les moyens d'intervenir pour dire nous ne sommes pas d'accord, pour donner notre point de vue. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il ne s'est rien passé du tout. Et il y a eu dans les caisses locales des sociétaires qui ont dit mais nous ne sommes pas d'accord. Alors il paraît que il y en a qui ont fait des procès, etc. Mais si les sociétaires étaient solidaires entre eux, s'ils avaient la volonté de défendre cet outil de travail qui leur appartient, qui était quand même le premier outil de financement de l'agriculture française avant, s'ils avaient la conscience de ce patrimoine national qui est le crédit agricole au travers de ses caisses locales et de ses caisses régionales, au lieu de le laisser partir, mais ils auraient dit stop et ils auraient été solidaires des sociétaires qui s'y opposaient et ils auraient demandé des explications. Ça s'est fait, ça s'est pas fait. Eh bien, écoutez, alors maintenant, vous vivez avec ce que les dirigeants nationaux du Crédit Agricole ont décidé. Voilà. Ouais, Jean-Luc, j'adorerais qu'on refasse une interview sur le Crédit Agricole, parce que je pense que ce que vous dites, je bois du petit lait quand vous parlez du Crédit Agricole, et je le redis, effectivement, on a une analyse, je le sais, moi, je crois que ce que vous avez décrit, c'est la servitude volontaire. Ouais. Ce que j'appelle l'avachissement. Il y a un avachissement français où on dit qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de toute façon. Voilà. L'abandon français. Voilà. Et moi, je crois qu'il faut revenir à la culture de la lutte et à l'instinct vital de notre société. En attendant, comment? Allez-y, dites. Complètement. Je suis entièrement d'accord. Bon, mais quand vous voyez l'état des partis qui prétendent appeler à la culture de la lutte, je pense que la bourgeoisie a encore de beaux jours devant elle. Le problème, c'est que notre bourgeoisie, elle est quand même très obsolète et qu'elle est largement responsable oui. du déclin. Voilà, enfin, on transmet, oui. On a besoin d'un renouveau. Bon, allez, je recommande ce livre, Empêcher l'Europe. Et puis, Jean-Loup, j'espère qu'on se refera une séance Crédit Agricole parce que je ne parle pas assez de ces sujets et qui sont pourtant des sujets essentiels. Et importants, oui, oui. Merci, Eric. Bon, sans rancune. Bon, au contraire, c'est le débat. Passionnant, mais il en faudrait comme ça dans toute la France. Bon, on va refaire ça. À très bientôt.